Sur la gestion par Mansour Faye de 1000 milliards de francs CFA de fonds destinés à la lutte contre la Covid-19 dans la salle du tribunal. Aminata Touré s'est présentée, contrairement à Mansour Faye qui lui s'est fait représenter. Dans l'actualité également, la pénurie de sucre à Dakar. Le produit est annoncé manquant ou difficile à trouver par plusieurs boutiquiers de quartier. Ils accusent les grossistes d'avoir gardé le produit pour mettre la pression sur les autorités après la baisse des prix des denrées. Et pour terminer, le parc naturel du Niokolo-Koba retiré de la liste du patrimoine en péril de l'UNESCO. Une annonce qui suscite beaucoup d'espoir pour le tourisme sénégalais. Selon le ministre de l'Environnement, la nouvelle devrait ainsi booster le secteur. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes. Tout de suite, le développement. Le procès en diffamation opposant le maire de Saint-Louis, Mansour Faye et Aminata Touré, membre de la coalition Diomaye Président, s'est ouvert au tribunal de Dakar ce jeudi. Les accusations portent sur la gestion par Mansour Faye de 1000 milliards de francs CFA de fonds destinés à la lutte contre la Covid-19. C'est Charline qui revêt une importance cruciale dans le paysage politique sénégalais, ceci vu les personnalités impliquées et les questions soulevées concernant la transparence et la gestion des fonds publics. Ouvert depuis 10 heures, la salle 3 du tribunal de grande instance de Dakar voit la présence d'Aminata Touré défendue par Maître Ndeye Fatou Touré. En revanche, Mansour Faye, lui, s'est fait représenter. Nous y reviendrons. Suzanne Camara sera déférée ce jeudi. Il a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Dakar après son interrogatoire. 3 chefs d'accusation pèsent sur lui. Le membre du réseau des enseignants de l'Alliance pour la République est donc poursuivi pour offense au chef de l'État, acte de nature à jeter les discrédits sur une institution de la République et incitation bien sûr de ses citoyens à enfreindre les lois face aux enquêteurs. Il a reconnu être l'auteur des propos tenus. Toutefois, il a précisé aux enquêteurs que son intention n'était pas d'offenser ou de jeter le discrédit sur les hautes autorités de l'État, encore moins d'inciter les citoyens à enfreindre les lois. Sur notre registre à présent, nous l'annoncions dans les titres, le sucre serait en rupture au Sénégal, particulièrement à Dakar où plusieurs boutiques de quartier signalent l'absence de la ressource depuis plusieurs jours, sinon une difficulté d'approvisionnement. C'est notamment le constat fait ici au niveau de Ouakam. Certains d'entre eux accusent les grossistes d'avoir gardé le produit, bien sûr, pour mettre la pression sur les autorités après la baisse des prix des denrées. Nous avons fait presque le tour des boutiques du marché de Ouakam, mais c'est toujours la même réponse. Il n'y a pas de sucre. La rupture de stock annoncée est bel et bien réelle, confirment ces commerçants. Actuellement, nous peinons à trouver le sucre. Ça fait un moment que nous n'en disposons pas. De l'autre côté du marché, nous retrouvons Hassan Sis dans sa boutique, en train de peser le seul sac de sucre qui lui reste. Sur le point d'écouler la quasi-totalité du produit, il peine à renouveler son stock depuis des semaines. Il y a rupture. On a appelé partout, mais on nous dit qu'il n'y en a pas. Mon fournisseur, je l'ai même appelé ce matin. Il m'a dit que ça fait 4 jours qu'il n'a pas de sucre. Ces boutiquiers accusent les grossistes de retenir le sucre dans leurs magasins de stockage au fin de mettre la pression sur les autorités. Je pense que ce sont les grossistes qui les gardent parce qu'ils disent que les prix fixés ne les arrangent pas. C'est la baisse qui n'arrange pas les commerçants, surtout les revendeurs. Cette pénurie de sucre n'est pas sans conséquences chez les consommateurs. Parmi eux, les vendeurs de café Touba. La rareté de la denrée constitue un handicap pour leur activité. On n'arrive pas à trouver le sucre dans ces boutiques qui nous entourent et c'est compliqué pour nous les vendeurs de café Touba. Il faut qu'on nous aide vraiment. Malgré la rupture, le prix reste le même. Ici, les commerçants disent avoir respecté les prix fixés par les autorités pour échapper au contrôle des tarifs fréquemment effectués sur le marché.
À présent, ce cri de cœur des ouvriers du BTP, ils sont plus de 3500 agents regroupés dans une association qui fustige les difficiles conditions de leur secteur d'activité. Ils déplorent notamment un manque de prise en charge, entre autres. Ce jour, ils attendent des solutions. C'est donc leur offrir un encadrement, une bonne formation de qualité. Bakary Cissé. Les ouvriers du BTP, état de leurs problèmes rencontrés dans leur secteur d'activité. Discuter des problèmes de notre secteur et le faire connaître au peuple sénégalais. Nous vivons dans un secteur très compliqué qui est le secteur du bâtiment et des travaux publics. Un secteur de développement, mais avec des problèmes qui doivent être réglés. Parce qu'on a vu que tout ce qui s'active dans le BTP ne sont pas bien pris en charge. Ces ouvriers du BTP sollicitent plus de soutien à l'État dans le cadre de la formation et surtout de l'amélioration de leurs conditions de travail. Parce que les solutions, c'est quoi? C'est trouver aux ouvriers un bon encadrement, une bonne formation et un avenir vraiment prometteur. Parce que nous sommes des Sénégalais, nous sommes des pères de famille, nous sommes des maris, nous sommes des frères. Et on doit aider aussi tous ceux qui sont autour de nous. Donc si on travaille, si on n'est pas bien payé, si on n'est pas bien formé, vraiment ce sera compliqué pour ces ouvriers. L'association des ouvriers du BTP a profité de la tribune pour alerter l'État sur la menace de ruine des milliers de bâtiments, un danger permanent pour les populations. Colère également du côté de Louga. Les habitants du quartier Artillerie 2 à Louga dénoncent les graves manquements de leur poste de santé, notamment le manque de maternité, de salles, de personnel et de matériel. Également, ils s'opposent au remplacement de l'infirmière actuelle qui a amélioré la fréquentation et à la qualité des soins. Regardez. Le poste a duré plus de 20 ans. Vous constatez vous-même que le poste est vétuste. Donc, on doit avoir des améliorations pour reconstruire le poste. Les populations ne fréquentent pas le poste de santé, c'est dû à l'accueil. Beaucoup de personnes qui vivent dans le quartier déplorent cette situation. Donc, en ce moment, durant les 8 mois passés, il y a une infirmière adjointe qui était ici, avant que l'ancienne parte aux retraites. Maintenant, cette infirmière qui est là a su s'intégrer et a commencé à faire des résultats probants que toutes les populations ont constaté. Ce que veulent les populations qui sont ici présentes, de laisser l'infirmière qui est ici en tant que personnel soignant. Si on n'a pas gain de cause, l'organisation d'un marche sur demande au niveau de l'autorité administrative qui est le préfet. Nous l'annoncions dans les titres, le parc national de Niokolo-Koba est finalement sorti de la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO après 17 ans de lutte menée par le ministre de l'Environnement pour redorer le blason de ce site, le plus grand parc naturel du Sénégal. Décision qui émane ainsi d'une réunion du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO tenue ainsi ce mercredi à New Delhi, la capitale de l'Inde. Le Sénégal doit cependant respecter quelques engagements pour améliorer la conservation de cette réserve, nous dit Djambambaï. Au moment du basculement du parc Niokolo-Koba dans la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO en 2007, le site subissait une grave perte de sa biodiversité. Les animaux sauvages diminuaient, le milieu naturel se dégradait. Plusieurs facteurs anthropiques étaient à l'origine de ce déclin, dont le braconnage qui prenait de l'ampleur dans cette partie méridionale du Sénégal, le trafic illicite de bois, l'orpaillage, l'exploitation du basalte, ainsi que d'autres activités humaines nuisibles aux écosystèmes. Les effets du réchauffement climatique commençaient aussi à menacer la survie des espèces animales ou végétales qui peuplent ce site naturel. Il fallait batailler dur pour sauver le parc et le faire sortir de la liste du patrimoine mondial en péril. Et le Sénégal a réussi. Pendant 17 ans, le ministère de l'Environnement a abattu d'importants travaux tant dans la restauration, la préservation du parc que dans la surveillance. Les carrières qui étaient à l'intérieur du parc et qui
étaient source de problèmes pour le parc national du Niokolo-Koba seraient fermées dans un horizon de temps raisonnable. Et ça a aidé les techniciens qui étaient sur place pour défendre le dossier du Sénégal, pour défendre le dossier du Niokolo, à avoir le retrait du Niokolo. Le Sénégal a relevé le défi certes, mais il reste des efforts à faire pour mieux conserver cette réserve mondiale de biosphère. L'autre avantage, c'est le tourisme. Parce que un site sur la liste du patrimoine en péril, ça n'attire pas les touristes. Mais ce qui est plus important également, ça permet d'avoir des financements parce que la Convention sur le patrimoine mondial va accompagner l'UNESCO. Les bailleurs de fonds vont accompagner l'UNESCO pour la mise en œuvre des recommandations. S'étendant sur un site de 913 000 hectares dans la région de Tambacounda, dans le sud-est du pays, le parc Niokolo-Koba fut classé patrimoine de l'UNESCO en 1981. C'est le plus grand parc naturel du Sénégal. Le ministre de l'Environnement, lui, est très optimiste de cette nouvelle. Selon Daouda Ngom, cela devrait permettre de booster le tourisme. Mais aussi aider le gouvernement à recevoir des financements dans le cadre de la mise en œuvre des engagements, notamment l'élaboration d'un nouveau plan de gestion de ce parc. En fait, en termes de diplomatie environnementale, c'est une excellente chose. Parce que rien que le fait de dire qu'un site est sur la liste du patrimoine, ça renvoie une mauvaise image du pays en matière de gestion des ressources. L'autre avantage, c'est le tourisme. Parce que un site sur la liste du patrimoine en péril, ça n'attire pas les touristes. Maintenant, une fois qu'on dit que le site n'est plus sur la liste et que en matière de gestion, il y a eu des améliorations, ça peut booster le tourisme. Mais ce qui est plus important également, ça permet d'avoir des financements parce que la Convention sur le patrimoine mondial va accompagner l'UNESCO. Les bailleurs de fonds vont accompagner l'UNESCO pour la mise en œuvre des recommandations. Parce que quand un site est retiré, il y a souvent des recommandations qui vont de pair et nous serons accompagnés de ce point de vue. Tout ça, c'est des avantages liés au retrait du Niokolo-Koba sur la liste des sites en péril. Sur le marché du travail et de la formation professionnelle à présent, dans le cadre d'une tournée nationale qui vise les 14 régions du Sénégal, le 3FPT a organisé un comité régional de développement à Thiès. Un CRD, bien sûr, consacré à présenter les nouvelles orientations et à les nouveaux modèles de financement de projets. La mission du 3FPT, c'est d'assurer la formation d'un capital humain de qualité, raison pour laquelle 3 approches sont essentielles pour sa réussite. Approche territoriale dans la mesure où l'offre doit s'adapter à la demande. Nous sommes venus pour écouter les acteurs et quels sont les besoins de formation qui ont été identifiés dans la mesure où le 5 avril 2024, le nouveau gouvernement a présenté 5 priorités. Et la première portée sur jeunesse, emploi, entrepreneuriat, emploi des jeunes et des femmes. Et enfin maintenant, la dernière approche par rapport à notre modèle de développement EASY. Il y a des formations qui sont financées, mais aujourd'hui nous allons se recentrer vers les métiers qui sont prioritaires et qui vont impacter directement à notre modèle de développement. Le gouverneur est revenu sur l'importance de la formation professionnelle au profit de la jeunesse, mais également sur les secteurs prioritaires de la région de Thiès. Toute formation de notre jeunesse devrait prendre en compte le secteur d'abord des mines et carrières, le secteur des chemins de fer. Nous avons également un autre potentiel dans le domaine touristique et de l'hôtellerie. C'est pareil pour le 4e secteur particulièrement porteur, monsieur le directeur général. C'est dans l'agriculture, mais de manière plus particulière dans l'horticulture. Des réflexions doivent être faites pour trouver des solutions à réduire le phénomène des mototaxis. C'est sous cet angle que j'ai également appelé, monsieur le directeur en tout cas du 3FPT, d'engager la réflexion avec les acteurs que nous sommes pour voir comment réorienter en tout cas ce phénomène et arrêter un peu cette jeunesse qui se lance sans volonté peut-être dans cette activité de vélo-taxi qui à mon avis n'a pas d'avenir. À l'issue de la tournée du 3FPT dans les 14 régions du Sénégal, le budget sera réparti pour des formations de qualité sur la base de l'équité territoriale et de l'inclusion sociale.
À présent, nous parlons de consommation et économie de l'électricité en cette période de chaleur. La Sénélec a tenu un atelier avec les membres de son comité national de dialogue hier autour du système de prépaiement Woyofal. Préféré par 73% des clients de la Sénélec en raison de la facilité sur qu'il offre, la Sénélec conseille à ses clients de dialoguer davantage avec les compteurs Woyofal, ceci à travers les codes courts pour calculer leur consommation moyenne journalière. Un échange au format questions-réponses entre la Sénélec et son comité national de dialogue avec la clientèle. Objectif, clarifier les embrouilles qui persistent encore à propos de l'utilisation du système de prépaiement Woyofal, notamment la facturation par tranche. Et il faut rappeler qu'au niveau de Woyofal, nous avons seulement 2 tranches. La première tranche, si je prends les domestiques petite puissance, la première tranche va jusqu'à 14 446, soit 150 kWh. Et sur cette première tranche, le client ne paye pas de taxe. Uniquement la taxe communale qui est pour les communes, les mairies, et également la redevance qui est la location du compteur. Donc il n'y a pas de troisième tranche, mais si nous dépassons la limite de la deuxième tranche qui est de 28 400, le client va payer la TVA. En cette période de canicule, la Sénélec conseille vivement aux usagers de dialoguer davantage avec leurs compteurs électriques prépayés à travers les codes courts. Ça leur donne la consommation du mois passé, la consommation journalière, la consommation d'hier, d'avant-hier, etc. Et ça permet au client de calculer ce dont il a besoin juste pour terminer le mois. Les membres du comité national de dialogue avec la clientèle magnifient l'impact du système de prépaiement Woyofal dans la protection des marchés contre les incendies. Vous avez sûrement remarqué la diminution des incendies dans les marchés. Ces sinistres ne sont plus fréquents comme ce fut le cas il y a 6 ans. Tout ça, c'est grâce au programme de sécurisation des marchés lancé par la Sénélec. Le Woyofal est devenu le produit phare de la Sénélec. D'après les estimations de la Société nationale d'électricité, les clients qui ont opté pour ce système représentent aujourd'hui 73% de sa clientèle. Nous parlons d'autre chose à présent. 70 migrants sénégalais sont retenus en Tunisie par une bande armée. Tous ont quitté le Sénégal depuis 3 mois. Selon Boubacar Seye, président d'Horizon sans frontières, c'est le moment d'aller vers des assises de la migration. Moussa Mané. C'est aux familles d'acheter du crédit pour les appeler. Et quand ils appellent, personne ne décroche. Et si on décroche, on entend des gens parler le Wolof. C'est tout. La presse fait de nouveau état depuis le début de la semaine de la disparition d'un nombre considérable de migrants. Plus de 3 mois qu'ils sont partis, laissant derrière des familles dans le désarroi total. 70 migrants sénégalais retenus en otage en Tunisie par des bandes armées, fait savoir Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon sans frontières. Nous sommes entre impuissance et incompréhension. Comme vous l'avez dit, la migration, malheureusement, continue de dévoiler des aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique. Elle dévoile aujourd'hui des problématiques de paix, de sécurité, d'intégrité et de dignité humaine. La migration, un phénomène qui continue toujours de faire des victimes. Des jeunes ne cessent de prendre les pirogues de fortune, mettant leur vie en danger. Les raisons de leur départ sont multiples. Les gens cotisent pour faire partir. C'est cette pression sociale. Il faudra changer notre modèle de société. Il faudra revoir le système éducatif. Notre système éducatif qui est basé sur des imaginaires migratoires très périlleux. Il faudrait revoir tout cela. Pour ce qui est de la surveillance des côtes, Boubacar Seye se veut clair. Ce phénomène, il faut impérativement aller vers les assises de la migration. Parce qu'il nous faudra, dans une démarche systémique, essayer de redonner de l'espoir à cette jeunesse. Il faudra que, ensemble, nous essayons de déformater les esprits sur la notion de Tekki et de Am-Am. L'année 2023 a vu presque des familles entières embarquées au bord de ces pirogues à la quête d'une vie meilleure. Depuis une vingtaine d'années, la liberté de circulation des citoyens est bafouée par des politiques sans cesse plus répressives imposées à l'État du Sénégal par l'Union européenne.
dans l'objectif clair est d'empêcher les migrations dites irrégulières vers l'Europe. Le chef de l'État, pendant ce temps, est en France. Il doit participer au sommet international sur le sport pour le développement durable prévu ce 25 juillet. Le président Bassirou Diomaye Faye prendra part à cette activité à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Un événement d'une portée mondiale. Il a pour objectif l'atteinte des objectifs de développement durable. Les États et les organisations internationales participantes sont ainsi invités à signer l'accord de Paris. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar pour se rendre à Paris à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. C'est une deuxième visite en terre française en l'espace de 2 mois. Après le Forum mondial pour l'innovation et la souveraineté vaccinale tenu le 20 juillet dernier, le chef de l'État se rend de nouveau dans la capitale française pour assister à 2 activités internationales du sport. Le président Bassirou Diomaye Faye participera au sommet international sur le sport pour le développement durable prévu le 25 juillet. Cet événement vise à mobiliser le monde du sport ainsi que les grands dirigeants internationaux pour œuvrer de façon résolue à la réalisation des objectifs du développement durable, notamment en matière d'éducation, d'emploi, de santé, de nutrition, d'égalité, d'inclusion ainsi que d'investissement solidaire et durable. Les États, les organisations internationales, le mouvement sportif, la société civile et les acteurs privés et financiers sont invités à signer l'accord de Paris pour le sport et le développement durable. Ce sommet entend capitaliser sur la puissance fédératrice et médiatique des Jeux de Paris 2024 pour sensibiliser et mobiliser les sociétés. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, assistera également à la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, prévue le vendredi 26 juillet. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, le drame de l'immigration clandestine est à la une de nombreux journaux parus ce jeudi avec le chavirement d'une pirogue transportant des migrants au large de Nouakchott en Mauritanie. Sur le quotidien, le drame s'est déroulé à la plage de la capitale mauritanienne à cause d'une forte houle. Certains témoins qui ont assisté à la tragédie parlent d'une scène effroyable. La tribune mentionne que la pirogue avait pris départ en Gambie avec à bord 300 passagers, dont des Sénégalais, des Maliens, des Gambiens, des femmes et des enfants. Les passagers de cette embarcation ont passé 7 jours en mer sur le journal. Le journal s'émeut des vies naufragées de ce nouveau drame de l'immigration irrégulière, 25 morts et une centaine de personnes portées disparues, indique le journal. Walf Quotidien souligne que le projet peine à dissuader les jeunes. Il faudra plus de promesses pour endiguer l'immigration irrégulière à travers l'océan Atlantique et le désert du Sahara. Sur le journal, le projet du duo Diomaye Sonko de faire du Sénégal un Eldorado peine à convaincre les candidats au départ aux allures de suicide collectif. En politique, les journaux se sont intéressés au cas Ahmed Suzanne Camara qui risque gros. Rewmi Quotidien sur les propos tenus par ce dernier titre, Ahmed Suzanne Camara risque gros, que chez lui auditionné par des enquêteurs de la sûreté urbaine, il a été placé en garde à vue. Vox Populi qui revient sur l'arrestation d'Ahmed Suzanne Camara, membre du réseau des enseignants de l'Alliance pour la République, ancien parti présidentiel. Ce dernier a été arrêté, auditionné et placé en garde à vue à la sûreté urbaine de Dakar après sa lourde charge contre les tenants de l'actuel régime. Bespri Le Jour écrit que le responsable de la paire qui a fait une sorte vigilante ce mardi dans l'émission Ultimatum de Seneweb contre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko risque gros. Pour l'heure, ajoute le journal, il est en garde à vue, mais l'apérisme peut subir le même sort que l'activiste Diahaté. L'AS estime que le président Diomaye est sous les traces de ses prédécesseurs en évoquant le délit d'offense au chef de l'État et pour lequel Ahmed Suzanne Camara a été arrêté. Le délit d'offense au chef de l'État n'est pas inconnu du débat public sénégalais tellement cette disposition du code pénal a souvent été utilisée pour mettre derrière les verrous des voix critiques, ajoute l'AS. Dans l'AS, nous y restons car le journal révèle que Déthié Fall, leader du PRP, est si proche et si loin des patriotes. Longtemps pressenti sont le journal comme le plan B d'Ousmane Sonko pour la présidentielle 2024. Faute de garantie, il s'est finalement lancé dans la course. Il s'est dit que message privé sera à l'origine de le bruit, c'est-à-dire entre lui et le duo Sonko-Diomaye. Dans Critique, c'est la grogne dans les rangs du pouvoir, malgré la vague de nominations et les promotions tous azimuts faites pour caser des soutiens politiques et personnes ressources qui ont porté le combat. Le tandem au pouvoir n'est pas encore sorti de l'auberge, selon le journal. Des personnalités et non des moindres, convaincus d'avoir mouillé le maillot dans les temps de vache maigre, s'impatientent et n'être pas encore cooptés au niveau de la gestion des affaires. Enquête pour sa part s'intéresse aux partis politiques et personnalités alliées du régime lors de la phase de conquête de pouvoir. Mais désormais emmurés dans un silence intrigant depuis la fin de la présidentielle, le silence des oubliés titre Enquête en référence à des personnalités telles que Malick Gakou, Déthié Fall et des formations politiques comme le PUR, le Parti de l'Unité du Rassemblement. L'Observateur lui revient sur la dernière sortie du directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation Fadilou Keïta sur les dégâts de l'ancien régime
régime. Selon le journal, cette sortie rajoute de l'huile sur le feu et des menaces du pouvoir en place contre le régime sortant. Erreur de communication ou appel du pied, de représailles, s'interroge le journal. Mais la bonne nouvelle, c'est dans Le Soleil qui nous apprend que le parc Niokolo-Koba, retiré de la liste du patrimoine mondial en péril depuis 2007, il retrouve le second souffle du fait que cette réserve a retrouvé son lustre d'antan. En sport, Stade Quotidien sur Boulaïdia dans le cadre du mercato pressenti entre Boulogne et la Lazio. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Merci à toi, Charline. Et à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV. Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque